Cette deuxième table ronde s'intitule « Oser le beau aujourd'hui ». Alors, nous allons commencer avec Monsieur Coetzee Erguner, qui est un grand maître de ney, la flûte de Roseau, qui est héritier de la tradition soufie Mevlevi. En première partie, je vous avais parlé de Jalaleddin Rumi, donc la confrérie de Jalaleddin Rumi, et qui est aussi, je sais même pas par où commencer, musicologue qui enseigne dans différentes universités internationales, voilà, qui nous a permis de découvrir aussi et les derviches tourneurs, et puis tout à l'heure nous parlions pendant la pause des chants qawwali du Pakistan, donc qui nous a permis de découvrir énormément d'artistes en musique, musique du monde. Je n'ose pas dire musique sacrée, puisque Coetzee Erguner nous dit qu'il n'y a pas de différence entre musique sacrée et musique profane, puisque Dieu est partout. Donc Coetzee Erguner sera un peu le lien entre la première et deuxième table ronde, puisque après avoir vu un peu le beau dans les traditions, eh bien ce qui est intéressant, c'est de voir ces traditions aujourd'hui, comment on les vit, comment on les appréhende, en tant qu'artiste aussi, que véhiculer, à qui enseigner, comment transmettre. Voilà, donc toutes ces questions. Merci. Merci d'avoir donné cette occasion de nous retrouver, de nous trouver et puis parler d'un sujet aussi profond. Et donc je remercie à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce moment et à vous d'être présents. J'ai rien préparé comme papier, donc je vais être l'homme de l'instant pour être à la hauteur de vos intentions. Et je voudrais commencer par dire un parabole qui est issu de Saadi Shirazi, qui s'appelle, enfin le livre s'appelle Gulistan, le jardin de roses, qui a été traduit en français aussi. Donc cette image de poète qui rentre dans un jardin de roses qui est magnifique, d'une beauté extraordinaire, puis il voit dans un coin un homme qui est dans cette situation, qui ne regarde pas, mais qui est apparemment en train de dormir. Donc le poète impatient, il le secoue, il dit « Comment tu oses dormir dans cet endroit aussi beau? Et regarde un petit peu autour de toi. » Et les derviches qui étaient dans cet état apparemment de dormir, ils lui répondent « J'étais en train de visiter un jardin qui est 1000 fois plus beau que ce que tu vois ici, parce que ce que tu vois ici, ce n'est qu'un reflet de ce que j'ai regardé. » Pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire l'homme, il produit ce qu'il est. Donc notre problème aujourd'hui, comment se rendre plus beau, digne de notre extérieur, digne de la volonté divine qui nous a créés, parce qu'il a dit « Ahseni takvimin », si vous êtes créé, j'ai créé l'homme avec une beauté. Takvim, kavim, ça veut dire dans une forme et dans une beauté de forme. Donc cette beauté de forme, c'est matériel ou immatériel. C'est vrai qu'on a bien abîmé le côté matériel, il ne reste que ce qui est dedans aussi, et en fait à l'origine de ce qu'on a fait à notre extérieur. Donc, il y a deux manières de transmettre la connaissance d'un art, ce qu'on appelle le beaux-arts, parce qu'il désigne la beauté. Donc le beaux-arts, il y a le savoir-faire et il y a aussi le savoir-être. Donc la spiritualité, ce qu'on appelle la spiritualité, exige quand même qu'on soit avant tout nous-mêmes beaux pour refléter une beauté qu'on est. Donc évidemment l'œuvre d'un artiste est le reflet de ce qu'il est. Donc beaucoup de fois on enseigne
comment faire, mais on n'enseigne pas ce qu'il faut faire avec. Donc, dans notre domaine de ce qu'on appelle le soufisme, qui a été évoqué tout à l'heure, c'était cette volonté que l'homme évolue dans son intérieur, non pas seulement pour faire de belles choses, mais aussi pour être digne de la volonté divine, de l'objectif divin de la création, c'est-à-dire être conforme à la volonté de Dieu qui nous a créés. Donc, pour commencer, dans la tradition soufie, il y a ce lien avec ce verset du Coran qui est dans le Sourate Araf. Je n'oserais pas le réciter en arabe devant notre ami, qui, en fait, la question que Dieu a posée, est-ce que vous reconnaissez que je suis votre Seigneur? Et donc, les enfants de Adam que nous sommes, on a, dans notre état de l'esprit, on a dit Beli, oui. Cette reconnaissance, c'est comme une promesse de reconnaître Dieu. Alors, dans la tradition du soufisme, nous croyons que ce moment était tellement agréable d'avoir un échange avec son Créateur que la notion de beauté, ce n'est qu'un rappel de ce moment. C'est-à-dire dans la vie de ce monde. Chaque chose qui nous rappelle ce moment de promesse qu'on a fait envers Dieu, c'est la beauté. Quoi qu'il soit. Ça peut être une rose, ça peut être une musique, ça peut être une parole. Donc la beauté, c'est ce que nous rappelle cette vérité, c'est le moment de promesse. Alors pour aller un peu plus loin dans cette idée, c'est que pour nous, la raison que nous nous trouvons dans ce monde, entre guillemets, si bas, n'est pas un châtiment, c'est plutôt une épreuve d'une promesse qu'on a donnée à Dieu dans notre ignorance. Donc la beauté est ce que nous rappelle cette promesse qu'on a donnée dans l'ignorance et qu'on oublie facilement. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, il faut quand même savoir que ce qu'on appelle les beaux-arts, c'est plutôt dans le sens inverse. C'est pour oublier, non pas pour se rappeler. Donc, évidemment, ceci n'est pas la faute ni de la musique, ni de la poésie, ni du cinéma, ni de tous les arts que nous apprécions. C'est notre intention, ce que nous espérons de ces beaux-arts. Donc il y a quand même deux côtés de la chose. L'artiste qui doit être à la hauteur de la beauté qu'il veut exprimer, mais en même temps, ceux qui admirent cette œuvre, il doit aussi mettre une intention, une volonté de se rappeler avec cette œuvre artistique et non pas se distraire. Comme on dit en anglais, c'est entertainment, quoi. Donc l'art n'est pas entertainment, c'est pas une distraction. Bien sûr, il y a aussi des choses pour distraire les hommes. On ne va pas quand même faire une musique qu'on aurait fait dans une cérémonie soufie pour un mariage. Donc il y a des contextes qui nécessitent quand même que l'art a une autre fonction. Mais il ne faut pas confondre les contextes. D'ailleurs, Latif a parlé de Qawwali, de Pakistanais. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que le chant Qawwali anime aussi les mariages. C'est aussi une musique de festivité. Et malheureusement, les cérémonies de Dervish tourneurs aussi sont invitées pour animer des mariages. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est dans une confusion totale de contexte et de savoir quelle chose, où le trouver, etc. Quand, comme Latifa encore a évoqué le fait que j'ai dit spiritualité ou musique spirituelle, musique religieuse, etc., ça n'existait pas. C'est dans un sens que, quoi qu'il soit la chose à laquelle on regarde, sans coller une étiquette, il faut quand même l'apprécier avec une autre dimension. Donc, c'est-à-dire l'art est ce que nous, on met comme l'intention. Enfin, pour vous donner comme un exemple, par la musique, parce qu'à la fin de l'Empire ottoman, l'État était pauvre, donc quand l'armée partait en expédition, on donnait comme nourriture à l'armée une bouillie de riz.
Donc si les soldats ils voulaient manger ça comme une entrée, ils mettaient un peu de vinaigre et de l'huile. S'ils voulaient manger comme un plat principal, ils mettaient un peu de sel. S'ils voulaient manger comme dessert, ils mettaient du sucre. Vous voyez, la musique, l'art en soi, c'est un peu comme ce bouilli de riz. Ça dépend avec quelle intention vous regardez et que vous les consommez et ce que vous espérez de cela. Donc, je vais passer à ce qui est la question, c'est la transmission. Alors, évidemment, la transmission aussi commence par une intention, c'est-à-dire, d'abord, s'il s'agit de la musique, on enseigne un savoir-faire. On enseigne comment peindre, comment faire la calligraphie, enfin, ce qui est l'art. Il y a quand même une connaissance qui se transmet de maître à élève. Mais il y a deux contextes dans lesquels on enseigne cela, c'est-à-dire dans ce que l'on appelait le tekke, les avia ou les confréries. Et dans ce contexte, c'était plutôt les deux côtés, ça s'enseignait ensemble. C'est-à-dire, c'est pas seulement le savoir-faire, mais aussi le savoir-être qui correspond, qui est nécessaire pour cet art. Donc, les relations entre l'élève et les disciples, ça allait dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, évidemment, ce côté-là, ce premier côté, puisqu'en Turquie, je parle pour la Turquie, ce côté de l'enseignement institutionnel de Zavia étant aboli, donc on enseigne le savoir-faire. Donc on a plein d'artistes qui sont plus acrobates que ceux qui étaient les autres, mais il y a quand même un côté qui manque, surtout dans la musique. Donc aujourd'hui, évidemment, on va très vite pour se considérer d'être ceci et cela, comme on m'a présenté tout à l'heure, d'être le grand maître de ceci et cela. Donc ça va vite. C'est pas une prétention de ma part, mais on m'estime. Je les remercie. Mais pour avoir tous ces titres d'appartenance, il y avait quand même tout un travail initiatique. Surtout dans la confrérie de Dervish Turner, ce que vous appelez les Dervish Turner, et ce que nous appelons Mevleviya, parce que ça désigne l'appartenance à Mevlana Jalaluddin Rumi. Donc, ce qui se passait, d'abord, si on avait envie d'être initié dans cette confrérie, ou qu'on avait une sympathie, il y avait un premier cercle qu'on appelait les Muhibban, c'est-à-dire des sympathisants. Ces gens-là, ils pouvaient fréquenter les lieux, et apprendre même la musique, et apprendre des choses, fréquenter les personnalités de la confrérie, mais sans y être forcément un disciple. Une deuxième étape, si on voyait aussi, la personne voulait aller plus loin, on disait, bon, ben, écoute, tu es bienvenu. Donc on les mettait dans la cuisine. Parce que la cuisine, ce n'était pas seulement l'endroit qu'on cuisait les carottes, mais aussi les hommes. Dans une image symbolique, évidemment. Vous ne mettez pas les hommes dans la marmite. Donc, cet apprenti qui arrivait, il était là, on l'observait, il observait aussi comment c'était la vie, pour savoir de quoi il s'engageait quand même. Donc, au bout d'un moment, si on pensait que c'était vraiment quelqu'un qu'on pouvait accepter. Alors, il faut savoir, comme Rumi, il dit, un morceau de plaque de métal ordinaire, s'il tombe dans les mains d'un bijoutier, peut devenir quelque chose de merveilleux, mais ça restera toujours un métal ordinaire. Mais un diamant, même pas travaillé, ça reste toujours diamant. Donc, ce qu'on appelle le jawhar, le joyau de la personne. Donc, si on considérait que les joyaux de cette personne pouvaient être intégrés dans la communauté, on le présentait au cheikh et donc c'était la première part. Donc, pendant un certain temps, il restait parmi les derviches. Et au bout d'un moment, s'il souhaitait vraiment d'aller encore plus loin, il y avait cette période qu'on appelait le chilé, donc le khalvet, donc le retrait, qui n'est pas forcément dans la tradition musulmane, parce qu'il y a le hadith du prophète qui dit il n'y a pas le ruhbaniyat dans l'islam, mais ces retraites consistaient ce qu'on appelle le mot rida. Rida, ça veut dire c'est résigné à Dieu, c'est accepté.
accepter l'œuvre divine, quoi. La satisfaction, l'agrément de Dieu. L'agrément avec Dieu. Donc, dans la calcul des lettres de Reda, ça fait 1001, paraît-il. Donc, on a mis 1001 jours de retraite dans un coin, donc sous la surveillance de maître. Pas forcément le torturer, mais de lui apprendre comment être en harmonie avec la volonté divine. Et donc, ce n'était pas forcément 1001 jours, si le maître il désignait, ça y est, tu es dans la maturité. Donc, ceci consistait, pendant ces périodes-là, les disciples n'avaient pas le droit d'aller dormir ailleurs. Donc, ils devaient dormir dans le lieu avec les autres. Donc, jamais dépasser le prière du soir en dehors de Zavia ou de Teke ou d'Elia. Donc, c'était vraiment la période d'apprentissage vraiment le plus dense et intensif. Et dans cette période, donc, on lisait le Mesnevi, le commentaire du Mesnevi, de l'œuvre du maître. On lisait le Hagiographie, le Menakab Name, comme on dit en turc et persan. Donc, on avait une idée de maître, et toutes les connaissances concernant l'islam. Donc, le Coran, le Tafsir, c'était pas comme le madrasa, mais quand même, il y avait un enseignement de la religion elle-même. Et à côté de cela, les disciples, ils fréquentaient des maîtres qui avaient passé le même chemin, mais qui étaient aussi un artiste. C'est-à-dire un joueur de ney, ou un musicien, un chanteur, un calligraphe, etc., qui avaient chacun de leurs cellules, que donc chaque jour, ces disciples devaient aller aussi, selon son intérêt, développer un enseignement. Donc, vous voyez, tout cela, c'était quand même un processus long et très codifié. Aujourd'hui, malheureusement, donc ces lieux n'existant pas en Turquie, les gens ils disent, moi j'aime beaucoup Rumi, donc je suis derviche. Bon, évidemment, c'est un peu vite fait, comme si je disais, moi j'adore Jésus, donc je suis jésuite. Donc ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, c'est absolument pas possible que quelqu'un qui revendique une appartenance conforme à la tradition. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a un enseignement. Donc, mais ce n'est pas dans le contexte d'un zavia ou dans une teke ou dans un lieu, au couvent, comme vous dites, mais comme des relations individuelles entre le maître qu'on veut fréquenter et donc son enseignement, même si on n'a pas ce contexte. Donc, il y a quand même une fossé entre une tradition qui est arrivée jusqu'à un certain moment, et puis après, donc depuis 1925, en Turquie, l'interdiction de communautés soufis, qui fait que il n'y a pas un pont entre les deux. Donc ce sont plutôt des individus qui ont véhiculé un certain aspect de la tradition, mais n'ont pas le vécu communautaire de la chose. Donc aujourd'hui, bon, vous allez voir, si vous êtes intéressé, il y aura beaucoup de gens qui se présentent comme soufis, derviches, maîtres, grands maîtres, etc. Donc, ne croyez pas à tout cela. Ce sont des titres un peu non justifiés, si vous voulez. Donc, mais cela ne veut pas dire qu'il y a des hommes de cette qualité. Parce qu'il y a deux choses. Il y a la transmission et puis la grâce divine. Donc, la transmission, c'est pour affirmer une volonté que cette grâce se manifeste en vous. Mais cela peut arriver aussi sans passer par cela. Donc, si vous voulez, comme on dit, pour qu'une chose, un effet puisse arriver, on cherche les causes de cela. Donc, si vous voulez, la transmission d'un enseignement spirituel ou musical, artistique, etc., est la cause qui justifie l'aboutissement d'un état pour nous. Mais Dieu peut vous offrir cette grâce sans passer par cela aussi.
comme cela est arrivé à beaucoup de prophètes, comme cela est arrivé à beaucoup de personnalités soufis que nous savons, qui n'ont pas été initiés de ceci et cela, mais ils ont eu cette grâce, et qu'on peut toujours espérer aussi que, bien que ces institutions n'existent plus, mais il peut y avoir des personnalités qui apparaissent. Peut-être ils ne vont pas avoir la costume, comme on dit en français, l'habit ne fait pas le moine. Ils ne vont pas avoir cette étiquette d'être derviche, etc., soufi, maître de ceci et cela, mais on peut aussi y être sans avoir ces étiquettes. Mais malheureusement, évidemment, les gens qui cherchent une vérité humaine, une beauté humaine, vont plutôt sur les étiquettes et non pas sur la réalité de la chose, parce qu'on n'en a pas une idée. Parce qu'on n'a pas une description de ceci. Ça y est, le temps est arrivé. Voilà, le temps passe vite. Alors, pour terminer, je vous donnerai une parabole de Rumi. Et il y a eu une personne d'une beauté extraordinaire, mais tellement que, comme on a évoqué tout à l'heure, comme Youssouf et Joseph, on pensait que ça pourrait créer des calamités entre les hommes. Donc on a fermé cette personne en haut d'un tour pour que les hommes ne le voient pas. Mais la beauté a envie d'être connue, être vue. Donc cette beauté, ou une beauté ou un beauté, peu importe, avait trouvé des petits cailloux qui jetaient chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passait pour qu'il regarde, pour le voir. Alors ce qui se passait, chaque fois qu'il y a un caillou qui tombait, les gens ramassaient les cailloux, ils commençaient à étudier les cailloux pour sauver au lieu de regarder là-haut. Voilà, merci. Alors maintenant, donc on va faire un grand bond dans le temps. Voilà, j'ai tenu particulièrement à inviter Gilles Tosello parce qu'il m'a semblé que pour un colloque sur la nature, sur le spirituel, il y a souvent un absent. Et c'est justement cette notion de la préhistoire. Et moi, j'ai personnellement toujours été frappé, et je le disais encore tout à l'heure à Gilles, c'est que mettre une main comme ça sur un roc, ça en dit long sur tout le reste de l'humanité. Donc je pense qu'on est tous frappés quand on rentre dans une grande grotte de voir ces figures. Et il y a cette notion qui traverse, cette notion de spirituel qui est vraiment prégnante, du coup, dans ses œuvres. Alors, Gilles Tosello, il vient de Toulouse, là, il vient d'arriver de Toulouse, puisque son champ de recherche, vous avez compris, donc c'est la préhistoire, et du côté de Toulouse, il y a beaucoup de grottes, et notamment la grotte qui l'a préoccupé pendant des dizaines d'années, qui est la grotte Chauvet, puisque M. Tosello est aussi plasticien, donc il est préhistorien et plasticien, et donc il s'est occupé de faire la réplique de la grotte Chauvet, et donc à recréer quelque part les mêmes gestes que nos lointains aïeux qui l'ont fait il y a des dizaines de milliers d'années. Je laisse la parole. Voilà, bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Merci aussi pour cette belle invitation à Stéphane et puis à tous ceux qui ont travaillé pour cette journée. Moi, j'étais effectivement à écouter, je suis arrivé un peu en retard, mais j'ai entendu déjà quelques interventions. Et effectivement, je commençais à me demander vraiment comment j'allais me situer, parce que je vous ai entendu tous parler beaucoup de spiritualité, avec beaucoup de talent, avec des tas d'anecdotes, des tas de références à des textes, sacrés ou pas, et donc une grande expertise du sujet. Moi, mon expertise concernant la spiritualité la plus ancienne de l'histoire de l'humanité, elle est surtout basée sur... on va dire sur un certain matérialisme, puisque, évidemment, par définition, de toutes ces périodes-là, les plus anciennes qu'on connaisse, il ne reste rien à part des objets. Dans les objets, j'inclus évidemment les images, mais les images sont très rares, il ne faut pas se tromper non plus, elles nous frappent beaucoup, mais les images de la préhistoire, comme ce visage que vous voyez derrière, on en compte très peu. On compte... Par exemple, en Europe, on compte quelques milliers de dessins. Je parle pour une période qui va de 40 à 10 000 à peu près, de 40 000 ans à 10 000. Donc ce sont vraiment des images rares.
qui nous frappent, mais l'essentiel des témoins qui nous sont parvenus de ces humanités disparues, ce sont des vestiges matériels, des objets. Et je voulais aussi donc ouvrir une parenthèse en introduction, hein, pour dire que cette question du beau, hein, on n'est pas les seuls en tant qu'espèce humaine à la connaître et à la partager. Mais ce que vous voyez là, par exemple, n'est pas une installation d'artistes contemporains, n'est pas non plus une zone de déchets, mais c'est une... Voilà, l'auteur de ça, c'est un oiseau jardinier, donc qui vit en Nouvelle-Guinée. Et je vous dis ça parce que chaque oiseau jardinier, il ne faut pas croire que c'est normalisé, hein, on parlait du McDo tout à l'heure, chaque oiseau a sa gamme chromatique, a sa façon de construire cette architecture, une arche toujours. Et donc on est quand même frappé par le fait qu'il y a là-dedans autre chose qu'un simple comportement, on va dire, instinctif, lequel je ne me risquerai pas sur ce terrain. Et donc je referme la parenthèse. Et pour vous préciser un peu de ce quand on parle de beau ou de beauté en préhistoire, la définition est extrêmement floue. Hein. La préhistoire, elle est fondée sur une science qui est l'archéologie, qui est une science humaine, hein, qui a de multiples sous-disciplines, mais en gros, ça consiste toujours à faire des fouilles, à extraire des objets. Et donc, de tous ces objets, ces millions d'objets qu'on a découverts, en fait, tout ce qui est... les archéologues sont des gens très pratiques, hein, très matérialistes. On classe ce qui est non utilitaire. C'est en gros tout ce qui n'a pas une fonction reconnue est classé dans la catégorie donc non utilitaire, qui ensuite comprend, on va dire, 2 sous-catégories qui sont symboliques ou esthétiques, et ou. Alors les deux étant d'ailleurs assez souvent confondus suivant les auteurs. Et une autre précision que je voulais vous apporter, c'était une question, une dimension chronologique. Il faut voir les périodes desquelles on parle, hein, dont on parle, qui se situent, alors sur le schéma qui est derrière moi, hein, vous avez une sorte de résumé de l'histoire de l'humanité depuis la bipédie jusqu'à peu près à notre époque. Et c'est un schéma extrêmement simplifié, mais qui montre que, grosso modo, on a commencé d'abord par se dresser sur nos pieds pour libérer nos mains, comme aurait dit André Leroi-Gourhan. Et à partir du moment où on avait les mains libres, eh bien, le cerveau s'est mis à grossir, à se complexifier. Et donc on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. On se qualifie nous-mêmes de sapiens, donc, hein, de sachant, ce qui est déjà, ça fait parfois un peu sourire. Mais des traces donc, de ces pratiques symboliques, hein, de cette recherche, on va dire, cette curiosité envers l'environnement, on pourrait la qualifier aussi comme ça, on en a des preuves très anciennes, hein, même si elles sont comme ça, très rares. L'une des plus anciennes est ce minuscule caillou en forme de tête, hein, schématique, comme ça, qui a 2,5 millions d'années, et donc qui vient d'Afrique du Sud, et donc qui reste quand même lui aussi une espèce de lumière comme ça dans la nuit des temps, mais qui nous montre que déjà quand même la curiosité est en éveil chez les primates. Et les choses commencent à se préciser, hein, dans une période qui paraît déjà beaucoup plus récente, puisque là on ne compte plus en millions d'années, mais en milliers d'années, en dizaines de milliers d'années, autour de 100 000 ans. On est toujours en Afrique, parce que l'Afrique s'avère de plus en plus les recherches avancent, et plus on est persuadé que l'origine de tout, hein, du genre humain, se passe en Afrique, à une période extrêmement ancienne. Alors vous avez vu tout à l'heure le défilé, hein, de Lucie, l'Australopithèque, etc. Il y a quelques figures qui sont assez connues. Mais non seulement après, il y a toutes ces périodes pré-humaines, mais il y a aussi la période humaine, hein, des sapiens, qui ont une très longue histoire biologique. Maintenant, on parle de plus de 300 000 ans, grâce à une découverte qui s'est opérée non plus en Afrique du Sud, mais au Maroc maintenant. Mais non, on reste quand même dans le continent africain. La génétique est venue aussi, la paléogénétique est venue confirmer ça il y a quelques années. Donc il semble bien que notre espèce soit originaire du continent africain. Et qu'à partir de ce continent, il y a eu des vagues de peuplement, hein, successives au cours des centaines de milliers d'années. Mais donc pour en revenir à ce qu'on appelle donc ce comportement symbolique, ou ce comportement, on va dire, cette curiosité envers l'esthétique, ça commence par en fait des objets dont je vous montre quelques exemples ici, hein, qui sont très anciens,
qui sont des petites coquilles percées ou des fragments de colorant minéral. En l'occurrence, là, c'est de l'hématite. L'hématite, c'est, pour ceux qui comprennent le grec, hein, c'est clairement, ça a à voir avec le sang, dont la couleur est à voir avec celle du sang, le rouge. Et donc, on pense que ces vestiges très modestes hein, sont ni plus ni moins que des restes de parures, dont je vous ai mis une simple illustration ici, hein, qui montre que la modestie du vestige ne permet pas de reconstituer peut-être le luxe de ce qu'a pu être hein, les parures ou les peintures corporelles de ces périodes, déjà. Puisque après, c'est évidemment quelque chose qu'on va avoir hein, se décliner de toutes les manières jusqu'à ce qui fait partie intégrante aujourd'hui du genre humain. Et donc, on pense que la première manifestation de l'esthétique dans l'histoire de l'humanité commence par sa propre personne. En gros, se parer soi-même, ça correspond déjà probablement hein, à un rôle, une fonction sociale très clairement. Hein. On se fait beau ou on se distingue de l'autre pour s'identifier dans son regard ou pour le reconnaître soi-même. Ou donc pour toute autre raison. Mais il est évident que derrière, on voit bien qu'il y a un tissu social qui commence à se mettre en place. Et toujours en Afrique du Sud, vous avez un peu plus tard, hein, vers 70 000 ans, l'apparition des premiers graphismes, mais qui sont des graphismes extrêmement simples. Hein, vous voyez ici, c'est un croisillon, toujours accompagné de ces objets de parure. Et là, vous avez des morceaux de coquilles d'œufs d'autruche qui sont soigneusement gravés. Donc on pense que ces œufs étaient bien sûr à l'origine entiers, même si on n'en trouve que des fragments, et qu'ils étaient utilisés comme des sortes de bouteilles, des récipients pour transporter des liquides. Mais donc ils étaient déjà décorés, on en connaît des centaines de fragments, hein. Et donc probablement avec l'idée déjà d'une symbolique orientée vers donc ce vocabulaire graphique qui est très réduit, hein, on va dire très sommaire, mais qui déjà est porteur de quelque chose. Et là, si on se transporte maintenant en Europe, des preuves de ce comportement toujours symbolique, de cette attirance vers cette curiosité naturelle, on l'a par exemple, c'est une découverte qui est très récente, qui a à peine 2 ans, dans une grotte du sud de la France, à Bruniquel, on a donc de la période, hein, c'est notre ancêtre néandertal, enfin c'est pas vraiment notre ancêtre, mais c'est un cousin, on va dire, très proche, qui vivait en Europe, donc, dans ces périodes-là. Et on a construit, vous voyez, probablement ça vous paraît assez anodin, mais au plus profond d'une grotte, à 300 mètres de l'entrée, je vous ai mis la légende parce que c'est intéressant, hein, ils ont transporté près de 2 tonnes de fragments de concrétion, de stalactites et stalagmites, qu'ils ont soigneusement empilés pour faire, alors là évidemment la photo ne permet pas tout à fait de s'en rendre compte, mais pour construire une sorte de grande enceinte au milieu d'une salle dont on ne connaît absolument pas la fonction. Mais dans la mesure où ça paraît là aussi pas utilitaire, les archéologues considèrent que ça fait partie du symbolique. C'est pour vous illustrer donc toujours cette diversité hein, qu'on peut avoir. Voilà ce que produisait aussi l'homme de Néandertal hein, en Europe. Hein. Donc c'est toujours de la parure, des graphismes simples comme ces zigzags, des objets étranges aussi comme cette espèce de... Hein, c'est une pierre dans laquelle on a glissé un morceau d'os qui évoque un peu un visage, comme ça. Et tranquillement, au fur et à mesure que le temps s'écoule, arrive en Europe une autre forme d'humanité, qui sont les sapiens, qui, comme je vous l'ai dit, viennent d'Afrique. Et donc, avec cette arrivée de sapiens en Europe, va se produire quelque chose qui va évidemment bousculer un peu tout ce monde-là, c'est-à-dire l'apparition de ce qu'on appelle l'image, enfin l'art, la naissance de l'art. On a beaucoup utilisé ces termes-là, mais qui en gros correspond à on pourrait dire la première occurrence, parce que c'est toujours quand on la trouve, on la qualifie souvent de première, mais on en a rarement la preuve exacte. Donc ça prouve simplement qu'à cette époque, qui est déjà extrêmement ancienne, qui est 36 000 ans pour la grotte Chauvet, mais probablement plus ancienne encore, c'est les datations qu'on a. Voilà, autour de 40 000 ans se produit en Europe cette révolution, on va dire, dans le domaine de la pensée et de la spiritualité, qui est l'apparition de l'image. Et cette apparition de l'image, alors je voulais simplement vous dire qu'elle ne vient pas, il n'y a pas de lien de continuité entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a
autant qu'on peut le savoir en l'état actuel de nos connaissances, il y a véritablement chez les sapiens la création de cette pratique-là que les néandertaliens ne possèdent pas ou ne possédaient pas. Et dès les sapiens la possèdent, ça se diffuse, on la voit apparaître sur la planète à peu près toujours à cette époque-là, autour de 30 à 40 000 ans. Voilà, je vous l'ai mis aussi sous une forme de tableau. Et si on revient maintenant à l'Europe, on voit que la durée est considérable, c'est-à-dire que ça va durer, donc je vous l'ai dit, de 40-50 000 ans, en fait les datations ont peu d'importance à 1000 ans près à ces périodes-là, mais c'est plutôt caractériser, donc je vous ai dit, une origine, au moins temporaire de ce phénomène, et elle dure tout le temps que vont durer la période glaciaire. Là, il y a vraiment un repère qui fait que ce qu'on a appelé aussi l'art des cavernes, l'art des grottes, va disparaître au moment où la glaciation elle-même, où le climat, on va dire, change de manière définitive. Et vous voyez qu'à l'intérieur de cette très longue durée, évidemment, on a une très grande variété d'œuvres suivant les lieux et suivant aussi les civilisations qui les portent. Alors, il y a aussi une notion qui a complètement volé en éclats ces dernières années, notamment grâce aux datations de la grotte Chauvet, c'est qu'on a cru pendant très longtemps, l'art préhistorique est connu depuis le début du XXe siècle, avec notamment les découvertes dans la grotte d'Altamira en Espagne, mais on a cru pendant très longtemps qu'il y avait une sorte d'évolution et qu'on partait de graphismes, de symboles très simples et qu'on évoluait vers des choses beaucoup plus complexes. La clé de tout ça étant ce que j'ai appelé le réalisme, c'est-à-dire plus un animal était trouvé ressemblant à son modèle vivant, et plus il était considéré comme récent. Et ça, bien sûr, les datations faites dans Chauvet ont montré que dès 36 000 ans, c'est-à-dire pratiquement l'origine de l'art préhistorique, l'apparition de l'art, eh bien, on prouvait, je vous ai mis 2 exemples ici, il n'y a guère de différence entre ces 2 têtes de chevaux. Et de toute façon, c'était quand même, on va dire, on était parti dans des considérations complètement erronées, parce que si on fait une comparaison avec l'art d'époque historique, ça équivaut à dire que ce magnifique dessin de Rembrandt de lion dessiné à la plume est postérieur à ce croquis de taureau, évidemment, fait par Picasso. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'on partait sur des bases complètement fausses. Et donc, évidemment, c'est la fameuse histoire de la notion de progrès dans l'art qui est toujours très contestable. Cet art préhistorique, il a évidemment des caractéristiques que je vous ai résumées là. C'est un art essentiellement fondé sur l'animal. L'animal est le personnage principal, alors décliné en plusieurs espèces. La figure humaine y est très discrète, à peu près 5% de ce qu'on connaît. Il y a aussi des motifs non figuratifs et surtout, il se caractérise par une absence du monde quotidien. Il n'y a pas de scène de la vie quotidienne, il n'y a pas de paysage, il n'y a pas d'arbres. C'est vraiment un monde qui est focalisé sur la reproduction d'images, on va dire, d'êtres animés. Alors voilà, après ça se décline sous des formes très variées, je ne vais pas trop insister, c'est juste pour illustrer mon propos. Il y a aussi donc ces fameux signes qu'on appelle comme ça, faute d'autres mots, parce que ça caractérise des formes géométriques parfois très élaborées, qui ne conduisent à rien d'identifiable. Donc, mais elles ont pu avoir évidemment un rôle, elles ont dû avoir un rôle très précis, puisqu'on les retrouve parfois environnant les animaux. Alors je vais vous parler aussi de la discrétion de la figure humaine. Malgré le fait, elle reste discrète, mais elle est toujours présente et de manière assez marquante, notamment par cette tradition qu'on a appelée la tradition des Vénus. Ça vient d'un nom qui vient du début du XXe siècle, par tradition avec l'art classique, même si elles n'ont pas vraiment les canons des Vénus de l'art grec, c'est moins qu'on puisse dire. Mais donc il y a beaucoup de représentations féminines, qui sont des statuettes pour la plupart, en matériaux très variés, et qui accentue évidemment les attributs, on va dire, de la maternité, comme c'est évident sur ces images. Il y a par contre très peu de visages, de traits, on va dire, individualisés, de portraits, comme on dirait aujourd'hui. Je vous ai rassemblé à peu près les seuls qu'on connaisse. On en a 3 ou 4 comme ça. Donc il y a sur l'image humaine un comportement particulier, qui va durer pendant ces dizaines de millénaires.
Alors ces œuvres préhistoriques, hein, on en a parlé un peu avec Stéphane tout à l'heure, il y a évidemment un savoir-faire hein, qui est à l'œuvre. Par exemple, là vous avez un panneau hein, de la grotte Chauvet, de dessins qui sont faits avec des fusains, qui montrent des techniques déjà extrêmement élaborées. C'est-à-dire que vous avez toute une chaîne opératoire qui se met en route, avec un dessin au fusain qui est d'abord tracé sur la paroi, puis un remplissage, hein, comme on dit à l'estompe, on dirait aujourd'hui, puis un travail de la silhouette avec des silex, avec des pointes dures, hein, comme vous voyez ces espèces de rayures hein, qui entourent, ces stries qui entourent les profils, et enfin des derniers accents qui sont portés en noir autour de la bouche, par exemple. Et on peut, lorsqu'on étudie très précisément ce panneau-là, par exemple, on s'est aperçu qu'il y avait une composition hein, par espèce, en commençant par ce couple de rhinocéros en bas, un trio de rocs sur la gauche et un quatuor de chevaux, qui vient terminer une espèce de composition en mode circulaire, vous voyez, par espèce, et qui montre que donc tout ça est évidemment pensé à l'origine, dès l'origine. Donc il y a véritablement une composition au sens pictural contemporain du terme. Une autre dimension nous est donnée toujours dans la grotte Chauvet par un panneau qui se trouve cette fois-ci au plus profond de la grotte, qui lui illustre une dimension, on va dire, beaucoup plus narrative, hein, une sorte de récit, qui met en scène des chasseurs et des proies, qui sont en l'occurrence des lions des cavernes, et les victimes qui sont les bisons que vous voyez ici sur le côté gauche de l'écran. Et évidemment, cette mise en scène, elle reproduit quelque chose qui a été observé dans la nature. Hein, là, je vous ai mis une image de chasse de lion, et vous voyez que l'artiste a choisi de nous attirer l'attention en utilisant un subterfuge qui est le regard hein, des lions dessinés, qui sont tous hypnotisés, ils regardent tous dans la même direction. Et qu'est-ce qu'ils regardent? Évidemment, ils regardent leurs futures victimes. Et les victimes, alors je vous ai mis ces deux tableaux, hein, parce que les bisons ont une particularité, lorsqu'ils sont en panique, vous voyez, ils se montent un peu les uns sur les autres, ils fuient. Voilà. Et c'est ça que l'artiste a cherché à représenter. Sur la gauche, vous avez une succession, comme une totem de têtes de bisons vues de face, très schématique, comme ça. Mais il y a clairement donc une scène qui est annoncée, qui est représentée, qui représente une chasse, et donc une sorte de mise à mort annoncée. Et elle se complète lorsqu'on est dans la grotte par quelque chose qui va se passer, donc une de ces Vénus, en l'occurrence, dont je vous parlais tout à l'heure, qui se passe sur un pendant, c'est-à-dire une formation rocheuse qui tombe de la voûte, qui se trouve opportunément juste en face hein, de cette scène des lions. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce pendant-là? Il y a, lorsqu'on peut en faire le tour, voilà, on y voit donc un lion, un bison, et en dessous, quelque chose qui est un petit peu difficile à lire lorsqu'on n'a pas vraiment les canons dans la tête de cet art-là, mais qui représente des jambes, un triangle pubien, en gros un pelvis, hein, le bas d'un corps d'une femme. Et évidemment, ça nous interpelle parce que c'est clair qu'on a donc cette espèce de face-à-face, ou cette complémentarité des deux, où vous voyez clairement donc, la scène avec la chasse qui est reproduite sur la paroi, et en face, vous avez clairement cette référence à la fécondité, au cycle de la vie, et donc vous avez à la fois la mort et la vie convoquées au même endroit, avec donc autour de la femme, le lion et le bison. Donc c'est en gros une identification de la scène qui est reproduite sur le pendant. Donc ça nous donne déjà, certes la réponse n'est pas précise, mais on voit vers quoi on s'oriente au niveau donc de la représentation, vers quoi ça nous mène au niveau du sens. Et il est probable que, pour nous en tout cas, ça s'écrit dans un domaine qui est de l'ordre au moins de la mythologie, hein. Le sacré, je ne sais pas si on peut employer ce terme-là, mais clairement de toute façon, il est difficile d'imaginer une société humaine qui ne connaisse pas de mythes, hein, de mythes fondateurs, de mythes, hein, comment s'expliquer la présence. Ils ont dû être confrontés, ces sociétés-là ont été confrontées probablement aux mêmes questions fondamentales qu'on se pose tous, en gros, d'où on vient, pourquoi on est là, et qu'est-ce qui nous attend après. Et ces histoires, cet art qu'on a dans les grottes nous racontent, en fait, leur façon, leur explication et leur vision du monde. Voilà, je vous remercie.
Alors après s'être déplacé dans le temps, faire un voyage dans l'espace, il m'a semblé là aussi important d'interroger ce qui est peut-être pas si loin que ça finalement dans l'espace, mais si loin dans la pensée. En tout cas, la Chine est certainement aujourd'hui encore l'espace sur notre planète qui a pensé aussi indifféremment que nous, c'est-à-dire vraiment sans penser nous-mêmes, donc a développé d'autres implicites dans leur pensée que nous. Et je pense que Cyril Javary, qui est depuis si longtemps maintenant, s'est tellement intéressé, parce que dès les années du milieu, on discutait ensemble, dans les années 70, il était à l'époque à Vincennes, et il avait un professeur qui était philosophe, mais surtout qui était polyglotte et qui parlait extrêmement bien évidemment le chinois, et il s'est beaucoup intéressé sur la graphie, en effet, parce que très vite on comprend quand on étudie le chinois et la Chine que c'est avant tout une civilisation de l'écriture, et donc les clés de compréhension d'une culture telle que la chinoise doit passer inévitablement par l'écrit, par l'écriture. Et donc je vais laisser la parole à Cyril Javary pour nous parler du beau dans cette tradition chinoise. Les mots sont les outils avec lesquels on pense. Or, la beauté en tant qu'idée, avec un B majuscule, n'existe pas en Chine. D'abord parce qu'il est difficile de mettre une majuscule à un idéogramme. Ensuite parce que les deux principaux idéogrammes qui la nomment sont bien plus proches du chamanisme ancien que de la philosophie platonicienne. Voilà le premier. Mais il a autant le sens de beau que celui de bon, de savoureux. On l'emploie par exemple pour traduire la gastronomie, le beau manger. On explique cela par le fait que... Ah ouais, bon, c'est pas grave. On explique cela par le fait qu'il est composé aujourd'hui des caractères mouton et grand, et qu'en Chine du Nord, la viande de mouton est la plus appréciée. Par ailleurs, le mouton, qui a la particularité de téter sa mère à genoux, est un modèle de piété filiale, rapprochant l'idée de beauté de celle de vertu. Mais en fait, il s'agit là d'une déformation d'un signe dû à l'invention du pinceau. Les formes les plus archaïques de ce caractère, vous les voyez à droite, c'est un danseur portant une magnifique coiffe de plumes, vraisemblablement un chaman, c'est-à-dire un officiant des forces vitales invisibles dont vous venez de nous parler. Un de ses descendants, en tout cas. Et vous avez la déclinaison sur la colonne de droite, c'est les différentes formes que prend le caractère au cours des 3000 ans de l'histoire chinoise. Le second va nous confirmer cette dimension chinoise de la perception de la beauté. Il représente un cerf ou un daim dont on souligne la magnificence des cornes, ce qui renvoie directement à l'art des steppes et aux croyances en la potentialité vivifiante des cornes de cervidés, toujours vivaces en Chine. Mais je voudrais céder maintenant la parole à quelqu'un de bien plus à même d'expliquer la vision chinoise de la beauté, François Cheng, le plus grand lettré francophone vivant, lui-même créateur de beauté, calligraphique et surtout poétique, qui a consacré 5 méditations admirables à notre sujet. François Cheng commence par poser une question si simple qu'on en oublie l'importance. La beauté de l'univers. François Cheng nous dit « L'univers n'est pas obligé d'être beau, mais il est beau. » Cela signifierait-il quelque chose pour nous ? La beauté existe sans que nullement sa nécessité ne paraisse évidente. Elle est là, de façon omniprésente, insistante, pénétrante, tout en donnant l'impression d'être superflue. Alors, pour avancer vers la perception chinoise de la beauté, François Cheng commence par évoquer la beauté physique, celle qui a tant troublé les sculpteurs grecs et les peintres depuis la Renaissance.
François Cheng. La beauté physique existe et, habitée par le désir, elle est pleine de séduction. Dès lors, comment s'étonner qu'elle comporte sa part de leurre, incitée qu'elle est à éblouir ou à plaire. Cependant, la beauté formelle, telle qu'elle se manifeste depuis l'organisation du corps humain jusqu'aux lois régissant le mouvement des corps célestes, nous fait pressentir une beauté presque éthique. Là, s'amorce le clivage entre la perception de la beauté en Occident et dans la sphère culturelle chinoise. François Cheng. Si l'on regarde de manière globale la peinture et la sculpture occidentale jusqu'au XIXe siècle, mettons à part la musique, il semble possible d'en dégager une ligne de force, plutôt qu'à créer un état de rêve ou de pure communion. La tendance dominante vire à dompter le réel par la figuration véridique. Vous en avez parlé, n'est-ce pas? Eh bien, François Cheng dit « L'esprit qui anime cet art est celui de la conquête, pas celui de susciter parfum et résonance. » Mais alors, demandons-nous, pourquoi est-ce que François Cheng emploie-t-il ces curieux mots de parfum et de résonance? Il apporte lui-même la réponse. Aux yeux d'un Chinois, la beauté d'une chose réside dans l'essence invisible qui la meut. L'imaginaire chinois conçoit le parfum et la résonance comme les deux attributs par excellence de l'invisible, tous deux procédant par ondes rythmiques. Alors regardons. Alors que l'histoire artistique occidentale est une succession de ruptures particulièrement brutales depuis 2 siècles, la perception chinoise, qui s'enracine dans un passé immémorial, comme nous l'ont montré les 2 caractères beauté, s'est enrichie depuis 1 millier d'années d'une convergence unique au monde, la trinité du pinceau, seul outil à la fois du peintre, du poète et du calligraphe. François Cheng. Durant près de 3000 ans, la Chine a connu une création artistique d'une remarquable continuité, surtout dans le domaine de la poésie, de la calligraphie et de la peinture, ces 3 arts qui ont toujours entretenu des rapports organiques, formeront une pratique unifiée. Lorsque, vers le XIe siècle, les lettrés prendront l'habitude d'insérer dans leurs tableaux des poèmes calligraphiés. Ce 3 arts en 1 a porté si haut l'expression de l'esprit humain que les Chinois ont fini par le considérer comme la forme suprême de l'accomplissement. Alors, ça nous oblige à considérer cette aspiration esthétique de la création artistique qui va être en Chine à l'origine d'un renversement de perspective. Écoutons François Cheng nous raconter ce renversement. François Cheng. Vous connaissez tous ces tableaux chinois de paysages dans lesquels on aperçoit quelque part un petit personnage. Pour un œil occidental, habitué aux tableaux où les sujets sont représentés au premier plan, reléguant le paysage à l'arrière-plan, ce personnage minuscule paraît perdu, noyé dans un grand tout. Ce n'est pas ainsi que l'appréhende l'œil chinois. Le personnage n'est pas perdu. Il est situé. Il est toujours judicieusement situé dans le paysage. Il est en train de contempler le paysage, de jouer de la cithare, de converser avec un ami. Mais au bout d'un moment, si on s'attarde à lui,
on ne manque pas de se mettre à sa place. Et on se rend compte alors qu'il est le pivot autour duquel le paysage s'organise et que c'est à travers lui qu'on voit le paysage. Mieux même, c'est l'œil éveillé et le cœur battant du paysage. L'humain n'est pas cet être extérieur qui bâtit son château de sable sur une plage abandonnée. Il est la part sensible, la plus vitale de l'univers vivant. C'est à lui que la nature murmure ses secrets, ses désirs les plus enfouis. S'opère alors un formidable renversement. Tandis que l'homme devient l'intérieur du paysage, celui-ci devient le paysage intérieur de l'homme. Vous avez remarqué la phrase « à force d'y prêter attention ». François Tcheng glisse ici une de ses idées forces. La beauté est toujours une rencontre. Un coucher de soleil n'est pas beau s'il n'y a personne pour le voir. François Tcheng, la beauté implique un entrecroisement, une interaction, une rencontre entre les éléments qui constituent une beauté, entre cette beauté présente et le regard qui la capte. Et de cette rencontre, si elle est en profondeur, naît quelque chose d'autre, une révélation, une transfiguration, tel ce tableau de Cézanne, né de la rencontre du peintre avec la montagne Sainte-Victoire. Mais l'esprit chinois va plus loin, et François Tcheng nous montre que pour lui, la beauté est une qualité, voire une vertu. François Tcheng, une beauté qui ne serait pas fondée sur le bien, serait-elle encore belle? La vraie beauté ne serait-elle pas elle-même un bien? Et sa réponse est sans ambages. Il me paraît évident que la bonté est belle. Est-il un geste de bonté qui ne soit pas beau? En français, on dit un beau geste. En chinois, on dit une belle vertu. C'est alors que François Tcheng va nous faire découvrir l'étonnante expression avec laquelle la langue chinoise juge de la beauté d'une création picturale, musicale ou poétique. Elle est composée de deux idéogrammes, dont le premier, voilà. Le mot jing signifie un endroit, un domaine, une région, voire une atmosphère, une ambiance. Quant au second, le mot i, l'espace de ces significations est si vaste que je préfère laisser à François Tcheng nous les expliquer. À la base de l'idéogramme i, dit-il, cet idéogramme désigne ce qui vient de la profondeur d'un être, l'élan, le désir, l'intention, l'inclination. Et combiné avec d'autres caractères, ce mot donne une série d'idéogrammes composés au sens varié, mais ayant entre eux des liens organiques que l'on peut grosso modo ranger sous deux catégories. Ceux qui révèlent de l'esprit, c'est-à-dire idée, conscience, dessein, volonté, orientation, signification, et ceux qui appartiennent à l'âme, charme, saveur, désir, sentiment, aspiration, élan du cœur. Enfin, continue-t-il, surplombant tous ces mots, le binôme I-Jing, évoquant à la fois un état supérieur de l'esprit et une dimension suprême de l'âme, est devenu en Chine le critère le plus important pour juger de la valeur d'une œuvre poétique ou picturale. On mesure alors à quel point l'esprit chinois peut ressentir la beauté comme sertie dans un domaine bien plus vaste. François Tcheng. La beauté formelle existe, bien entendu.
mais elle est loin d'englober toute la réalité de la beauté. Celle-ci relève proprement de l'être, mue par l'impérieux désir de beauté. La vraie beauté ne réside pas seulement dans ce qui est déjà donné comme beauté. Elle est presque avant tout dans le désir et dans l'élan. Elle est un advenir, et la dimension de l'esprit ou de l'âme lui est vitale. De ce fait, elle est régie par ce principe de vie. Alors, au-dessus de tous les critères possibles, un seul se porte garant de son authenticité. La vraie beauté est celle qui va dans le sens de la voie, le temps. Étant entendu que la voie n'est autre que l'irrésistible marche vers la vie. Autrement dit, un principe de vie qui maintient ouvertes toutes ses promesses. Enfin, pour finir, je voudrais rendre un ultime hommage à François Tcheng, cette fois en tant que créateur de beauté, en vous faisant entendre un de ses poèmes, « Arbre », dans lequel il dit toute son admiration pour ce seul mot français, « arbre ». Un mot qui pour nous n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est normal, nous y sommes habitués. Il y a un proverbe chinois qui dit « Les poissons ne connaissent pas le mot liquide ». Il fallait donc un regard extérieur pour nous faire ressentir la beauté de ce mot français. Et voilà l'introduction qu'il donne de son poème. « Arbre », un des plus beaux noms donnés à la plante en question. Phonétiquement et même graphiquement, cela s'élève d'abord ar, puis plane au-dessus b, avec son double rond tout en équilibre, avant de répandre l'ombre bienfaisante brr. Au cours de la croissance de l'arbre, il y a une série de sons qui suggèrent, qui fusent, qui foisonnent, qui se fend ou qui se font. Voici ce poème. Entre ardeur et pénombre, le fût, par où monte la saveur de sève de l'originel désir, jusqu'à la futaie, jusqu'aux frondaisons, foisonnantes profondeurs, propulsant fleurs et fruits de la suprême saison. Entre l'élan vers la cime et retour vers l'abîme, toute branche et brise, toute ramure rosée, arborant l'équilibre de l'instant au nom désormais fidèle, arbre. Alors, puisqu'on revient à l'équilibre de l'instant, on revient aussi à aujourd'hui. C'est vrai, après avoir être allé loin, à la fois dans le temps et géographiquement. Donc, je vais vous présenter notre dernier intervenant, Françoise Atlan, s'excusant, étant très souffrante. Monsieur Raleb Benchir, nous avons décidé, Stéphane et moi, de l'inviter. Alors, pour le présenter, ça va être long, puisqu'il est, certains le connaissent comme islamologue. Quelqu'un dans la salle nous a fait remarquer, oui, vous avez oublié de marquer aussi physicien. Donc on a oublié de marquer beaucoup de choses. Vous le connaissez puisqu'il intervient chaque semaine sur France Culture, dans Question d'Islam. Également sur France 2, dans Les Chemins de la foi, dans l'émission consacrée à l'islam.
Et nous l'avons invité non pas pour tout cela, et à la fois pour tout cela, mais aussi parce que je l'ai qualifié dans un article d'activiste du beau. Et c'est aussi par rapport à son travail que nous avons été inspirés, puisque Raleb prône aujourd'hui un islam de beauté. Donc je dirais que le colloque aussi a pris cette couleur grâce aux interventions de Raleb. Et c'est quelqu'un pour qui nous avons beaucoup d'admiration, parce qu'il œuvre pour la connaissance, contrairement à d'autres mouvements simplificateurs qui ont tendance à ramener l'islam, on va dire, au plus simple, au plus sec. Et tout à l'heure, nous avions vu que par l'acte de pensée, il y avait cette recherche de vérité. Et Raleb, en fait, met ses connaissances justement au service de la vérité, et pour cela nous avons une grande admiration et nous le remercions. Bon, je vais pas trop discuter. En tout cas, si vous voulez retrouver ses écrits, il a publié chez Lattès, Jean-Claude Lattès, récemment un petit manuel. Donc je vous invite à le rechercher. Sinon, aux éditions Erol aussi, il nous explique beaucoup de choses par rapport au Coran. Donc, je vous invite à retrouver ces ouvrages. Et puis, je lui passe tout de suite la parole pour finir cette table ronde. Merci infiniment. Merci, chère Carole. Après cette présentation, alors que vous êtes épuisée en fin de journée, qu'est-ce qui me reste à vous dire ? J'implore votre indulgence, je n'ai pas pu être avec vous depuis le début de ce colloque. On dit souvent pour les retardataires que c'est indépendant de leur volonté, et je vous prie de croire que c'est indépendant de ma volonté. J'étais même en Belgique jusqu'à il y a 2 heures. Méfiez-vous aussi des activistes, parce que il y a derrière une volonté de convertir, de faire des prosélytes. Je ne suis finalement dans cette affaire qu'un témoin. Et donc je me place d'emblée sur un plan testimonial. Et je suis désolé s'il y a quelques redondances dans mes propos proférés peut-être par des amis, des co-orateurs qui étaient là depuis le début du colloque. C'est vrai aussi que je crois fondamentalement, je ne parle pas de l'islam, je paraphrase cette parole de Georges Burdeau quand il a dit à propos de l'État, mais moi je ne vois pas où est l'État. Moi non plus je ne vois pas où est l'islam. Il y a des hommes et des femmes qui appartiennent à une tradition religieuse nommée islam, et je n'ai jamais vu un islam marcher ou parler par lui-même. Donc cette essentialisation, elle est aussi problématique, j'allais dire, de par le monde. En revanche, je demeure convaincu que si on laisse place à une éducation de l'émerveillement, du raffinement, le fait d'être, comment dire, parce qu'on ne peut pas discourir sur la beauté. J'étais très sensible à cette idée qu'on ne peut pas théoriser, tenir un discours, un logos sur le beau, parce que c'est une expérience. Mais si on était sensible à cette expérience-là, ou si on la vivait, on aurait eu peut-être, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante, la barbarie de Daesh. Je dis c'est une condition nécessaire et pas suffisante parce que la barbarie nazie avait en son sein ce qui était sensible au beau. Donc c'est le témoin qui vous livre quelque chose à propos du beau, de la beauté, avec ou sans majuscule, en disant que dès lors qu'on ne peut pas y discourir, on peut en rendre compte par la poésie, qui est elle-même aussi belle et une création. La beauté flatte les sens, pas tous les sens, uniquement 2 sens sur 5, étonnamment. Pas le goût, on parle de bonne saveur, on parle de quelque chose d'agréable. En revanche, un plat, l'art culinaire peut nous présenter quelque chose qui flatte la vision, mais pas d'une approche gustative. On ne parle pas de beauté pour l'odorat. Le parfum est onctueux, suave, doux, agréable. Mais étonnamment, on ne dit pas d'un parfum qu'il est beau. Pas le toucher.
Le toucher, on parle de quelque chose de soyeux, satiné, doux, mais on ne dit pas la peau d'un tel est belle. On dit qu'elle est soyeuse, elle est lisse, elle est agréable au toucher. En revanche, on a deux sens fondamentaux, la vue et l'ouïe, pour lesquels il y a des canaux, deux canaux pour la beauté. Et comme on atteint l'universel qu'à travers, comme on atteint la musique à travers un instrument, donc cette approche, nous en avons eu un exemple pour laquelle les êtres humains étaient sensibles à la beauté. Je vous la livrerai selon un canal que je connais moins mal que d'autres, et je le dis sous le contrôle des amis ici présents et de Maître Coetzee-Erguener. Eh bien, dans cette tradition, il y a la notion de la science de la vision. Ilm al-Nadar. C'est ce qui tombe sous le regard et qui finalement nous saisit de quelque chose d'indicible, d'indescriptible et d'ambivalent. Parce qu'il y a à la fois l'euphorie, l'allégresse, la joie, le bonheur même devant une œuvre, qu'elle soit artistique ou celle de la nature, et en même temps, simultanément, concomitamment, une mélancolie, presque une crainte de voir cela disparaître, et peut-être même beaucoup plus profond que cela, c'est qu'on a là une sorte de présence-absence. Quelque part, on se dit qu'il y a un auteur premier, un créateur, une origine non mécanique à tout cela, mais on ne la voit pas et elle demeure inaccessible et voilée. Et c'est ce jeu-là, finalement, amphibologique, amphibolie, le terme technique, c'est une chose et aussi son contraire, et qui est caractéristique de ce sentiment, de cette émotion, parce que c'est davantage une émotion, devant la beauté, devant un beau rossignol, devant une belle rose, devant l'astre solaire englouti dans la mer qui passe derrière l'horizon avec ses couleurs dans le ciel. C'est pour ça que je dis encore une fois que parler du beau ne peut être qu'approché que par une autre création, la poésie, donc plutôt la poésie, parce que ça donne une effusion de description de ce qu'on perçoit comme beau, comme agréable, en tout cas à la vue. Et comme le tournesol, son nom étant l'héliotrope, qui suit dans son tropisme comme ça le soleil, j'ai envie de dire que quelque part l'âme humaine est callotrope. C'est moi qui ai forgé le néologisme. Il y a cette beauté, cette volonté d'aller vers ce qui est beau, et dans une perspective spirituelle, et j'ai cru comprendre que nous le sommes sous la voûte commune de la laïcité, ça je ne l'oublie jamais, l'âme humaine est aussi via la beauté théotrope. En tout cas, dans le cadre du monothéisme abrahamique aussi, parce que je suis très méfiant quand il s'agit de réciter tel ou tel verset coranique, parce qu'il faut, je le dis souvent et je ne le répéterai jamais assez, il ne faut pas brandir un verset hors contexte. Il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte, sinon on prend en otage le texte. Et donc, je le fais par abus méthodologique. Il y a ce très beau passage qui dit de la sourate, je le dis à nos amis qui ne sont pas familiers à l'univers coranique étant un chapitre sans être véritablement un chapitre, donc la sourate 55 où il est dit « Tout ce qui y vit », le Y est un adverbe de lieu relatif à la terre, « tout ce qui y vit est périssable et ne subsiste que la face de ton Seigneur, Seigneur de majesté et de munificence. » Et donc c'est cette munificence première, primordiale, j'ai envie de dire, qui rayonne depuis la prééternité. Je vous dis ça parce que j'ai en mémoire ce beau, ce distique de Hafez, le grand poète de Shiraz, 1317-1389, pour donner sa trajectoire de vie.
il disait de mémoire, hein, de la prééternité fuse l'éclat d'un rayon de ta beauté en une lumineuse apparition, et voilà que le feu embrase l'entière création. Alors cette notion de beauté comme adjuvant, comme support, comme canal, comme viatique à la spiritualité, à l'élévation en tout cas, passe aussi par cette notion qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les idées platoniciennes, cette vertu vectrice en quelque sorte de la beauté pour s'ouvrir à l'un. Je dois m'arrêter peut-être, non. Donc, mais je n'abuse pas. Donc je dis encore 2 ou 3 idées, puis j'arrêterai là. Et donc, pour ne pas s'ouvrir au monde de l'intelligible, des idées vers l'un, ce que les théologiens musulmans de l'ère classique trouvaient bien, mais c'est le fait de dire que la beauté, la majesté, dans l'univers ou dans la création humaine, dans l'art, eh bien, cette beauté-là, effectivement, n'ouvre pas vers elle-même est le lieu de la théophanie, de la suprême manifestation divine. Cette théophanie réelle, suprême, c'est qu'elle a une puissance de révélation, au sens premier du terme, de manifestation, quoique le mot révélation est aussi amphibologique. On revoile tout en manifestant, ou on manifeste en revoilant. Étymologiquement parlant, la révélation, en dehors de toute autre acception, c'est cela en même temps. Et donc il y a une puissance de révélation et il y a une fonction d'éducation. Parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse transmettre le fait d'être sensible au beau, et tout comme je ne suis pas sensible, je ne suis pas sûr qu'on puisse transmettre les questions de foi. En revanche, on éduque à pouvoir accueillir, on prépare pour que, j'ai dit tout à l'heure, l'âme humaine puisse être guidée, orientée, polarisée vers ce qui l'éloigne de la négativité, de la laideur, et surtout la noirceur du cœur. Le cœur étant l'organe de perception par excellence. C'est que quand on a, au sens premier du terme, le souffle coupé, devant cette aphasie, ce mutisme, parce qu'on n'arrive plus à décrire, et c'est pour ça que la meilleure attitude, j'ai envie de dire, devant ce qui est beau, c'est de l'accueillir hormis peut-être le fait d'être interloqué ou d'exprimer qu'on est heureux, mais c'est de l'accueillir comme une présence. Encore une fois, une présence absence. Alors, pourquoi est-ce que, sans activisme aucun, je pense qu'il y a cette dimension-là à retrouver? Parce que je pars de l'idée qu'il ne faut pas réduire l'être à son acte. Je demeure convaincu que l'homme, l'être humain est beau. Physiquement déjà, par sa symétrie. Je fais écho à ce qu'a dit Coetzee tout à l'heure, le fameux verset « Sous quelque forme que ce fût, nous t'aurions créé, mais nous t'avons façonné d'une manière harmonieuse. » Et donc cette harmonie, la symétrie du visage, en dehors du caractère proprement utile, il y a une beauté plastique, j'ai envie de dire. Mais il y a malheureusement le comportement des hommes qui est haïssable, hideux. Alors, est-ce qu'il faut sacrifier l'être à l'acte? Je ne le pense pas. Donc, il y a un énorme travail d'éducation. Et nous n'aurions pas eu la monstruosité idéologique et religieuse, notamment de Daesh et d'autres, parce que l'arc de cercle va depuis le nord Nigeria jusqu'à l'île de Jolo. S'il y avait cette préparation, cette éducation, éduquer étymologiquement, c'est faire sortir d'eux en aidant à croître, eh bien à la beauté, à l'esthétique. Et
aux belles lettres, aux beaux-arts et à la poésie, à la musique. Et on n'aura jamais quelqu'un qui dira, si vous écoutez de la musique, vous serez trop maudit. Je ne continue pas la suite. Et je paraphraserai Nietzsche lorsqu'il disait, sans la musique, la vie eût été une erreur. Eh bien, sans la beauté, il n'y aurait pas eu de vie du tout, j'ai envie de dire. Il y aurait peut-être un univers, mais il n'y en aurait pas un témoin pour en rendre compte. Donc c'est ça l'idée. Merci.